Bonjour et bienvenue dans Tech ou Transformation en cours, une émission de News Assurance Pro en partenariat avec Cegedim Insurance Solutions. Nous allons parler d'innovation, de services et d'open travail. On y va ? Pour ce nouvel épisode, nous recevons Christophe Arrigan, directeur général de la Mutuelle Générale. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Simon, président de Cegedim Insurance Solutions. Bonjour. Bonjour. Alors nous allons commencer par parler des résultats de la Mutuelle Générale de l'année 2020. Vous avez enregistré une légère baisse du chiffre d'affaires et une baisse de 10% du résultat net. Est-ce que la Mutuelle Générale a souffert de cette crise qu'on vient de traverser ? La Mutuelle Générale est un assureur mutualiste, santé et prévoyance. Nous avons à peu près 1,2 milliard de chiffre d'affaires pour 1,4 million de personnes protégées. Donc évidemment, la crise qui a traversé le pays et qui a traversé la planète entière a traversé la Mutuelle Générale. Et elle l'a traversée sous plusieurs aspects. Le premier de ces aspects est tout d'abord l'aspect sanitaire. Nous avons un tiers de notre portefeuille qui est composé de retraités. Sur ce portefeuille, on a observé une surmortalité. Ils ont été touchés de plein fouet par la crise du Covid, et c'est à peu près 20% de surmortalité sur la période que nous avons observée. Sur le plan économique, nous accompagnons les femmes et les hommes de plus d'un millier, de presque 10 000 entreprises. Et sur ces 10 000 entreprises, eh bien, quand elles réduisent leur masse salariale, tout simplement par exemple en ayant moins de CDD, eh bien, de facto, l'assureur voit son chiffre d'affaires baisser. C'est complètement corrélé. Et c'est bien normal. Et puis, il a fallu accompagner les entreprises, notamment celles qui étaient en difficulté, pour honorer leurs cotisations. Donc vous voyez, sur ces aspects sanitaires, économiques, la Mutuelle Générale a été impactée. Il y a aussi un troisième volet, qui est le volet de l'organisation. Nous avons plus de 1600 salariés, il a fallu les protéger. Du jour au lendemain, il a fallu passer en télétravail généralisé, tout en gardant la qualité de service exemplaire qui nous caractérise. Donc vous voyez, dans cette période que nous avons traversée, un impact sanitaire, un impact économique, un impact organisationnel, et la conclusion de tout ça, eh bien, on peut la voir à travers notre marge de solvabilité, 290%, qui a été renforcée alors que tout le marché voit la sienne baisser. Et nous l'avons renforcée sans dette, sans mesure transitoire. Et puis, il y a notre résultat, qui reste légèrement positif, mais c'est un résultat qui se fait après 24 millions de dépenses à caractère social. Ça, c'est le point le plus important pour moi, c'est que les valeurs de solidarité portées par la Mutuelle Générale, elles, n'ont pas été impactées par la crise. Elles ont été au rendez-vous. On voit que malgré ces impacts, les acteurs de l'assurance de personnes ont plutôt bien résisté à cette crise. Philippe Simon, comment ça s'est passé chez vous ? Alors pour l'année 2020, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas une seule entreprise qui n'ait pas été impactée par la crise et le groupe Cegedim l'a été comme toutes les autres. C'est néanmoins une année dans laquelle le groupe a démontré la résilience et la solidité de son modèle, puisqu'il a beaucoup d'activités qui ont chacune des business models différents. Et donc il y a des équilibres qui sont créés là-dedans et qui font qu'au final, le groupe a enregistré une performance assez proche de celle de l'année précédente et avec une légère amélioration de ses résultats. Est-ce que vous avez profité de cette crise pour accélérer sur certains projets, comme par exemple la lutte contre la fraude ? En fait, cette année, elle pèse énormément sur les résultats des entreprises de nos clients, comme l'a souligné Christophe. Et ce qu'on pense, c'est qu'en 2021, l'année va aussi être une année forte en tension. Et donc, on voit en fait trois grandes typologies de projets se dessiner chez nos clients. Toujours digitalisation des processus. Et tous les processus, pas que ceux qui sont tournés vers les clients, mais également tous les processus internes chez nos clients sont en train de se transformer. On voit aussi l'externalisation, et notamment l'externalisation de la gestion, qui devient vraiment un sujet de réflexion pour tous les dirigeants, d'aller chercher des économies sur ce terrain-là, en préservant la qualité assurée. Et je sais que c'est un sujet sensible pour Christophe. Et le troisième, effectivement, c'est le risque. Faire baisser le risque. Et la réflexion que l'on a eue l'an dernier était de dire ça va être vraiment un terrain d'opportunité pour construire des solutions qui aident nos clients à peser sur ce risque. Et on a réfléchi effectivement à la fraude et sur lequel on a construit, bâti, et là on vient d'annoncer un partenariat avec Shift, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la détection de fraude en s'appuyant sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Et ensemble, on a décidé de généraliser ces actions sur le terrain de la fraude, que ce soit dans le domaine du tiers payant ou du hors tiers payant.
On a vu l'année 2020, pour vous, la Mutuelle Générale a été aussi celle de la création de Flex, une filiale dédiée à la commercialisation de services pour les entreprises. Quel bilan faites-vous de cette filiale, de cette nouvelle activité pour vous? Alors, nous sommes très fiers d'avoir accompagné cette start-up. Parce que Flex, c'est une start-up. C'est une start-up que nous avons incubée, hein, c'est le terme consacré, mais c'est une start-up qui s'est lancée dans la commercialisation de services autour du bien-être et de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et c'est vrai que le lancement initial de ces offres était prévu pour le printemps de l'année passée, et nous avons dû différer ce lancement à plutôt l'automne. Et malgré cela, eh bien, ça a été un succès. Le chiffre d'affaires ambitionné, qui était assez fort, a été atteint avec plus de 400 000 € de chiffre d'affaires. Et on voit bien que ces aspects de vie privée, vie professionnelle dans cet équilibre, ou de santé des collaborateurs, eh bien, est un sujet de préoccupation qui devient majeur pour les chefs d'entreprise, parce que c'est important pour assurer la performance et la santé de leurs collaborateurs. Donc nous avons été très fiers de cette start-up Flex qui a réussi son lancement. Alors dites-en un peu plus, comment les services sont distribués chez Flex? Alors les services sont distribués tout d'abord en digital, c'est-à-dire en direct. Hein, vous allez sur Internet ou sur des espaces digitaux que nous avons créés et qui permettent de commercialiser des offres sur mesure ou en package, mais ils sont aussi commercialisés par notre réseau ou par les courtiers. L'important à retenir, c'est que Flex commercialise auprès de toutes les entreprises de France, pas uniquement des clients de la Mutuelle Générale. C'est vraiment une start-up qui a son autonomie et qui propose des solutions innovantes, digitales, pour les entreprises autour de la santé, du bien-être et de l'équilibre vie privée, vie professionnelle de leurs salariés. Et alors, quels sont les services qui ont été le plus plébiscités par vos entreprises clientes? Alors, on a deux styles, finalement, de plébiscite. Tout d'abord, les grandes entreprises. Elles, ce qu'elles veulent, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire vraiment des services que l'on co-construit avec elles. L'important, c'est la plateforme digitale qui est derrière, qui permet une agilité importante et donc de connecter, de lier différents services. Alors dedans, on va retrouver des services assez majeurs, hein, assez emblématiques que l'on trouve, notamment la cabine médicale, mais on va trouver aussi l'aide aux devoirs, vous voyez, dans un registre différent. Et puis, on a aussi les TPE, les PME, qui, elles, n'ont pas forcément les ressources pour aller rechercher des solutions de bien-être pour leurs salariés. Et via Flex, elles trouvent différents packs mis à leur disposition, dont les premiers prix sont très attractifs. On a moins de 4 €. Donc vous voyez, des solutions pas chères, mais qui répondent vraiment à un besoin de protection et de meilleur équilibre de vie pour leurs salariés. Alors la Mutuelle Générale a décidé de fédérer plusieurs opérateurs de services autour d'une plateforme. Quel regard portez-vous, Philippe Simon, sur cette stratégie de plateformisation? Alors d'abord, j'ai envie de dire que la Mutuelle Générale nous a tout le temps habitués à prendre l'offensive après avoir analysé des mouvements de marché. J'ai mémoire notamment de ce qui s'était passé sur le RO à une époque. Et je trouve intéressant effectivement la création de Flex dans un contexte où aujourd'hui, je pense qu'il est assez commun de partager que le métier de l'assureur de santé est un métier qui est fortement encadré, qui s'est assez fortement banalisé. Et tout le monde réfléchit à une logique de diversification et notamment d'ouverture vers les services. Mais la démarche de Flex, je la trouve intéressante et originale parce que d'abord, il y a des choix derrière ça. Il y a des choix de ne pas offrir un pléthore de services, mais bien des bouquets de services très, très, très typés. Il y a des choix technologiques derrière, de pouvoir effectivement distribuer des services qui ne sont pas forcément des services qui sont conçus par la Mutuelle Générale, donc d'enchaîner des services qui sont conçus par d'autres et de les distribuer. Et également de pouvoir mesurer la consommation de ces services. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose de novateur parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'assureurs qui ont à leur catalogue beaucoup de services. Mais combien sont capables de dire quel service est réellement utilisé par telle entreprise ou tel particulier? Il y en a peu. Donc je trouve vraiment tout ça intéressant et en plus, dans un modèle qui est un petit peu disruptif, si j'ose dire, par rapport à l'histoire de la mutualité qui mettait des services en inclusion. Et là, il y a un choix délibéré que je trouve courageux et intéressant, hein, qui est de dire mettons de la valeur dans nos services, démontrons cette valeur par l'usage et le marché suivra ou le marché précédera et achètera ces services. Est-ce que les services sont plus consommés que quand ils sont proposés en inclusion? Alors oui, parce que finalement, quand vous payez un service, vous mettez donc une partie économique, vous attendez un retour. Un service qui est en inclusion est un service gratuit. Donc vous n'attendez pas de retour. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc pour nous, c'est très important d'avoir cette notion de prix. Et dès lors qu'il y a un prix, eh bien, il doit y avoir une valeur ajoutée, démontrée et ressentie. Et ça, c'est un point très important. Et pour s'assurer de ces éléments,
eh bien, nous avons testé l'ensemble de nos services par nos collaborateurs. Les 1600 collaborateurs de la Mutuelle Générale ont sélectionné les services et les ont plébiscités. Et ça, c'était pour nous une manière très forte de s'assurer qu'il y avait de la valeur ajoutée et de la consommation, comme le disait parfaitement Philippe. Alors, quelles sont les prochaines étapes dans le développement de Flex? Qu'est-ce que vous souhaitez faire par la suite? Alors, première étape majeure, confirmer l'élan commercial. Voilà, les ambitions sont fortes et il faut les atteindre. Et deuxième élément, un peu plus pragmatique pour nous tous, eh bien, nous allons lancer en septembre un nouveau pack, un pack pour les seniors. Et ça, c'est important parce que c'est un pack qui s'adresse aux particuliers. Nous étions avant dans du B2, pour les entreprises, nous étions dans du B2B, nous étions ensuite dans du B2B2E, c'est toujours subtil, et ensuite nous sommes dans du B2C. Et ça, c'est un nouveau virage que nous prenons, et toujours avec cette logique de démontrer de la valeur pour les individus qui consommeront ces services. Très bien. On va parler maintenant d'un autre sujet d'actualité, c'est le 100% santé. Alors, il y a une première étape de la réforme qui est entrée en vigueur en 2020. On a sur une partie des prothèses dentaires et sur l'optique. En 2021, il y a l'audiologie qui est entrée en vigueur. Est-ce que vos clients, est-ce que vos adhérents profitent de ce 100% santé? Christophe Arrigon. Alors, premièrement, nous accompagnons cette initiative du gouvernement. Ça, c'est très important de le dire. Elle crée vraiment de la valeur pour les Français. Ensuite, après un démarrage qui est quand même intervenu dans un contexte sanitaire compliqué, le premier constat est le suivant. Sur le dentaire, le 100% santé a bien pris. Sur l'audio, on a les premiers signaux d'un démarrage qui pourrait donner des signes positifs, mais on reste un petit peu prudent. En revanche, force est de constater que sur l'optique, les résultats ne sont pas là. Et ça, c'est regrettable. Est-ce que les autres adhérents, ceux qui n'ont pas recours au 100% santé, ils voient leur prime augmenter? Est-ce qu'il y a un... Moi, je ne fais pas de lien entre le 100% santé et la cotisation. Il y a eu plusieurs négociations, il y a eu des engagements pris par les fédérations. Et la Mutuelle Générale a pris cette mesure de ne pas répercuter le 100% santé sur les cotisations. Donc moi, je ne fais pas ce lien. En revanche, le lien que doit faire chaque assureur, c'est bien celui de trouver des contrats qui correspondent aux besoins de ses clients, qui correspondent aux besoins des Français. Et quand on voit le rapport des Français à la santé au travers de cette crise, je vois la nécessité vraiment de repenser un petit peu notre manière de répondre à ce besoin. Très bien. Dans le cadre du 100% santé, il y a eu beaucoup de débats aussi sur le tiers payant. Alors, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 oblige les assureurs à proposer ce tiers payant dans le cadre du 100% santé, mais force est de constater qu'il y a peu d'audioprothésistes ou même de dentistes qui le pratiquent, ce tiers payant. Comment vous voyez les choses, Philippe Simon? Pourquoi ça a du mal à décoller? Vous l'avez souligné, et puis ça n'aura échappé à personne, on est passé d'un tiers payant généralisé à un tiers payant généralisable. Ça veut dire qu'il y a un écart qui n'est pas tout à fait subtil. C'est-à-dire que l'obligation de proposer le tiers payant est donnée à l'assureur, mais le professionnel de santé garde le choix de le proposer ou pas. J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de débats, beaucoup d'émotions autour du tiers payant, beaucoup de buzz souvent, alors que fondamentalement, il y a aussi beaucoup de choses qui marchent super bien aujourd'hui en tiers payant. Il y a des segments complets qui démontrent que le tiers payant, ça marche bien, et ça marche bien à partir du moment où chacune des parties prenantes y trouve de la valeur. L'assuré, bien sûr, au milieu, qui dans certains cas dispose d'une dispense d'avance de frais qui peut être importante. Bien sûr, l'assureur qui, lui, a des processus automatisés, qui peut aussi contrôler les choses et ne pas payer à tort. Mais le professionnel de santé, il a aussi de la valeur à aller chercher à partir du moment où c'est complètement intégré dans son outil de travail, à partir du moment où c'est complètement intégré dans son quotidien. Et on l'a démontré dans certains cas comme la pharmacie par exemple. Aujourd'hui, avec un tiers payant complètement intégré, le pharmacien il peut même développer son rôle de conseil, développer ses ventes en allant par exemple aujourd'hui en tiers payant vendre des produits qui sont hors sécurité sociale. Donc on voit qu'on
On a capacité à libérer du temps médical. Pour les médecins, par exemple, qui pour l'instant, aujourd'hui, vous parlez de certaines catégories de professionnels de santé, mais les médecins aussi, pour l'instant, ne voulaient pas y aller, ne veulent pas y aller. Mais pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas encore démontré qu'on est capable de leur proposer un tiers payant complètement intégré et qui libère du temps médical. On va annoncer, nous, CGDIM, très prochainement, là, sur la partie professionnelle de santé, une offre en tiers payant qui va démontrer ça. Et je pense qu'après, à partir du moment où l'usage est démontré, on va aller sortir du buzz, sortir de vieux débats politiques pour aller chercher cette valeur que chacun peut aller chercher dans ces processus. Faut-il le rendre obligatoire pour les professionnels de santé? Moi, je considère que si on est capable de démontrer qu'il apporte de la valeur, on n'aura pas besoin de le rendre obligatoire. Alors, c'est vrai qu'il y a des mouvements qui sont aidés, si j'ose dire. Si on regarde le ROC à l'hôpital, pour l'instant, c'est l'hôpital public. Mais l'hôpital public, quand il aura déployé ROC, l'hôpital privé suivra, parce qu'il y aura un intérêt. On va démontrer la valeur pour l'hôpital aussi, de simplification des processus, de gain de temps, de recouvrement meilleur, plus rapide, ainsi de suite. Donc, démontrons la valeur. On l'a démontré sur un grand nombre de segments de professionnels de santé. Démontrons la valeur, on n'aura pas besoin de le poser. Alors nous abordons la dernière partie de cette émission. On va parler un peu de travail à distance. Christophe Harrigan, vous avez annoncé il y a pas longtemps un nouveau concept, l'Open Travail. En quoi consiste-t-il? Alors, nous venons tout juste de signer un accord à l'unanimité des organisations syndicales, un nouvel accord cadre qui va permettre de mettre en place cette nouvelle organisation du travail. Et on l'a baptisé Open Travail. Alors pourquoi Open Travail? Eh bien, c'est parti d'une réflexion en juin dernier, à la sortie du premier confinement. Et cette réflexion, elle est toute simple, elle est que la performance collective et individuelle, surtout avec le télétravail, ne dépend pas du lieu géographique du collaborateur. Et donc, cette nouvelle organisation du travail que nous mettons en place, qui est tout à fait moderne, innovante, que l'on a baptisée Open Travail, eh bien, elle va permettre à chaque collaborateur, dans un cadre prescrit, de choisir son mode et son lieu de travail pour réaliser au mieux sa mission, tout en optimisant son équilibre de vie. Et donc, ce projet, qui a nécessité beaucoup de collaborateurs, un vrai travail collectif, eh bien, doit permettre d'optimiser la performance collective, d'améliorer la qualité de vie des collaborateurs, tout en s'assurant de la cohésion et du sentiment d'appartenance du salarié vis-à-vis de l'entreprise. Et donc, vous voyez, c'est un changement complet de paradigme, cette nouvelle organisation du travail, c'est l'Open Travail. Alors, si j'ai bien compris, le collaborateur pourra faire jusqu'à 5 jours de télétravail par semaine? Il choisit son mode et son lieu. C'est-à-dire qu'un comptable, par exemple, qui habitait Paris, peut décider d'aller habiter Marseille. Ce qui compte vraiment, c'est comment il réalise sa mission et comment il optimise son équilibre de vie entre vie privée et vie professionnelle. Et on voit bien aujourd'hui, avec les aspirations des Français, que c'est un élément important à prendre en compte. Et donc, eh bien, un comptable qui voudrait être à Marseille pour continuer à exercer son métier pourra, dans l'organisation de l'Open Travail de la Mutuelle Générale. Ne craignez-vous pas un manque, une baisse de l'engagement, une perte de moments collectifs? Alors, je ne crois pas, parce que la grande leçon que nous retenons de cette période, c'est justement que dans les organisations passées, nous n'organisions pas les moments informels. Nous n'organisions pas vraiment de manière consciente le collectif. Là, dans l'Open Travail, nous l'anticipons et nous l'organisons, nous le structurons. Et donc, c'est bien ces éléments qui vont être clés et déterminants demain. Désormais, dans l'Open Travail, on a défini un nombre de jours minimum par mois, de 4. Pendant ces 4 jours, les collaborateurs se retrouvent ensemble et travaillent le collectif, travaillent les communications informelles. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus de collectifs, beaucoup plus de communications informelles structurées qui vont permettre d'améliorer l'efficacité du collectif. Voilà. Donc, nous sommes convaincus, et l'ensemble des collaborateurs vraiment a plébiscité cette solution. On a fait 2 sondages, un il y a 1 an, l'autre il y a 6 mois, et il y a vraiment un plébiscite très net des collaborateurs sur cette nouvelle organisation du travail. Philippe Simon, la dimension technologique de ces nouveaux modes de travail est très importante. Je pense notamment aux outils de suivi de la relation client, de planification et de reporting. Est-ce que vous pensez que les entreprises sont bien équipées pour faire face à ces nouvelles organisations? Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs volets dans le terrain sur lequel on est en train d'échanger. Il y a un volet, certes technologique, outils. Je pense que la crise qu'on vient de traverser a obligé, si j'ose dire, à marche forcée l'ensemble des entreprises à niveler vers le haut leurs infrastructures. Ça a été d'ailleurs assez extraordinaire. On l'a vécu nous, je pense Christophe, tu l'as vécu de la même manière dans ton entreprise. La vitesse à laquelle
se sont mis en place des projets qu'on aurait mis des années à mettre en place en temps ordinaire, on va dire. Donc côté infrastructure, je pense que le sujet est largement derrière nous et derrière la plupart des entreprises. Ensuite, il y a la dimension outils, logiciels par exemple, parce qu'effectivement, ce que l'on a vécu et les réflexions qu'on a sur l'organisation du travail aujourd'hui nous conduisent à manager de plus en plus à distance. Et donc, par exemple, dans la gestion, il faut qu'on soit capable de rapprocher de mieux en mieux les compétences, la disponibilité de temps de travail et de ce que l'on a à faire. Donc il faut des outils qu'on appelle chez nous les outils de case management. C'est des outils sur lesquels on investit énormément en ce moment parce qu'il va falloir être de plus en plus pointu dans l'usage de ces outils-là. Mais fondamentalement, et Christophe insiste là-dessus et je suis d'accord avec lui, le fond du sujet, il est humain. Le fond du sujet, il est lié à l'organisation du travail. Moi, ce que j'ai trouvé qui a progressé de manière fantastique pendant cette année et qu'on a appris énormément, c'est la confiance au travail. Et dans l'entreprise, c'est quelque chose qu'on a vraiment, non pas découvert, mais qui a pris une ampleur importante. En se disant, voilà, on peut réellement travailler différemment, sans arrière-pensée, et en se posant la question de comment on doit s'organiser pour travailler demain. Quels sont les moments de vie au travail qu'on a envie de partager, quels sont ceux qu'il n'est pas nécessaire de partager, parce qu'in fine, quand on vient, s'il y a quelque chose qu'on sait faire bien chez soi tout seul, quel intérêt de venir le faire tout seul au travail? Aucun. Donc quels sont les moments de vie au travail que l'on veut partager, quel est l'environnement qu'il faut proposer pour que ça puisse se faire bien. Donc c'est toute cette réflexion-là qui est hyper intéressante. Mais vraiment, ce que je trouve qu'on a franchi comme cap intéressant dans bon nombre d'entreprises, en tout cas c'est le cas dans la nôtre, c'est la confiance. Et ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que c'était une demande des collaborateurs, cette nouvelle organisation du travail que vous allez lancer? Je crois qu'au départ, les collaborateurs ne s'étaient pas projetés. Le monde d'avant, c'était un monde de télétravail mineur, avec 1 ou 2 journées. Et puis on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui passent d'un télétravail mineur à un télétravail majeur. 2, 3 jours, 4 jours pour certaines. Et je crois que ce n'est pas la bonne réponse. Le fait, tout d'un coup, de changer de paradigme, de passer en 100% télétravail, en réussissant à faire fonctionner les entreprises avec efficacité, ça nous a ouvert à tous des possibilités, en tout cas des aspirations. Et donc les collaborateurs, on a vu cette évolution de manière très nette entre les 2 sondages que nous avons faits, il y a 1 an et il y a 6 mois, eh bien, les aspirations au télétravail ont augmenté. Il y a 1 an, nous étions à peu près sur 2 jours, 2 jours et demi de demande de télétravail dans le monde d'après, et nous sommes passés à 3 jours et demi de télétravail. Et je crois que ça c'est important, les salariés ont bien compris qu'avec le télétravail, ils pouvaient réaliser leur mission au mieux et gagner en équilibre de vie. Et du coup, il ne faut pas casser cette dynamique qui a émergé de cette crise. Donc au contraire, moi j'invite toutes les entreprises à réfléchir à leur organisation, à aller dans ce champ de l'open travail. Et puis, si on tire la pelote, c'est un véritable changement pour notre société. C'est plus Paris centralisateur, c'est l'équilibre sur tout le territoire. C'est une vraie réflexion. Merci pour ce témoignage. C'est vrai que c'est la première entreprise du secteur de l'assurance à avoir permis ça à ses collaborateurs. Merci beaucoup Philippe Simon de nous avoir accompagnés pour cette émission. Cette émission de Tech est désormais terminée. Je vous retrouve bientôt sur News Assurance Pro.